La sorcellerie n'était certes pas un phénomène nouveau au XVIIe siècle. Depuis les chamans de la préhistoire jusqu'aux voyants que nous connaissons aujourd'hui, l'homme a cru en l'existence de forces invisibles et en celle de spécialistes capables d'interagir avec elles. L'avènement du christianisme introduisit un nouvel interlocuteur, Satan, grand tentateur et corrupteur de l'humanité, ainsi que de nouvelles problématiques. Plutôt que de chercher un bienfait immédiat, comme la guérison ou la protection, le but ultime était devenu le salut de l'âme éternelle. D'abord toléré pour service rendu dans les communautés villageoises, d'autant mieux que la christianisation de ces dernières resta longtemps superficielle, sorciers et sorcières devinrent les cibles d'une répression croissante à mesure que différentes hérésies venaient ébranler le dogme établi. Albigeois, vaudois et bien sûr calvinistes contribuèrent à durcir les positions de l'Église et des magistrats. Le XVIIe siècle introduisit en revanche une rupture, un changement dans l'esprit des juges à l'égard du crime de sorcellerie. C'est ce que nous allons illustrer maintenant au travers de 3 cas mâconnais judicieusement placés au début, au milieu et à la fin de ce siècle de mutation. Avant de nous lancer dans l'examen de ces 3 affaires, je dirai quelques mots sur la procédure judiciaire appliquée en la matière jusqu'au milieu du XVIIe siècle, afin de nous mettre, si je puis dire, dans l'ambiance. Après une dénonciation, reposant le plus souvent sur un fond de rancœur villageoise, d'accidents climatiques ou de phénomènes inexpliqués, on recherchait d'abord sur la personne désignée la marque du diable. Pour ce faire, l'on faisait appel à des chirurgiens barbiers qui commençaient par raser intégralement l'individu afin de pouvoir tout à loisir explorer la moindre parcelle de son anatomie à la recherche de toute trace, marque, cicatrice se trouvant sur la peau que l'on considérait comme le point d'entrée de Satan dans cette enveloppe charnelle. Par explorer, il faut comprendre rechercher un point insensible et qui ne saignait pas immédiatement à l'aide de grandes aiguilles que l'on enfonçait à l'envi. Ainsi, on a trouvé sur une femme en 1624 près de Vesoul, et je cite, « une marque invisible dans le muscle fessier du côté droit, dans laquelle est entrée une aiguille de 4 doigts sans que l'on ait pu l'en retirer. » À ce stade, qui pouvait durer des heures, on n'était pas encore à la torture. Trouver la marque était un indice sérieux, mais ne pas la trouver n'était pas pour autant en faveur de la culpée. Après tout, le diable avait pu intervenir pour sauver sa créature et la faire disparaître. Après, marque ou non, venait l'obtention des aveux, capitale aux yeux des juges, et avec elle l'entrée en scène de la torture, les brodequins entre autres, ces planches de bois que l'on serrait autour des articulations de la personne. Le but n'était pas vraiment de sauver l'enveloppe charnelle, là non plus, mais l'âme, et d'obtenir les noms de complices éventuels. Et là non plus, l'absence d'aveu ne suffisait pas à disculper l'accusé. Résister et nier en bloc pouvait être vu comme un pacte du secret avec le diable et, à l'inverse, prouver la culpabilité. En fait, seuls 5 à 10% des procès se soldaient par un acquittement, du moins jusqu'à la prochaine comparution. Pour clore ce préambule, je dirai quelques mots sur un cas et 3 procès auxquels je serai amené à faire référence au cours de cet exposé. Ces 4 affaires ont défrayé la chronique et largement contribué à façonner les mentalités de leur temps. En 1598, Marthe Brossier, l'une des 4 filles d'un marchand ruiné de Romorantin, montra des troubles violents et se dit elle-même possédée par un démon. Elle en imputait la faute à l'une de ses voisines, Anne Chevreau, laquelle fut rapidement arrêtée. Marthe subit plusieurs exorcismes publics qui firent grand bruit, dressant médecins et théologiens les uns contre les autres, puis divisant les premiers comme les seconds. Consultée comme un oracle, elle dénonçait des huguenots à longueur de séance lors de ses voyages à Orléans et Paris. L'affaire causa de grands désordres et devint presque une affaire d'État. Finalement, jugée victime et non coupable, elle était possédée mais pas sorcière jurée, Marthe fut envoyée dans un couvent à Rome où elle tomba dans l'oubli. Étant donné la masse d'articles et de monographies leur ayant été consacrés, je ne présenterai pas les 3 grands procès à scandale dans le détail et me bornerai à lister leurs points communs. 3 couvents connurent des troubles spectaculaires les uns après les autres. À Aix en 1611, à Loudun en 1632, à Louviers en 1643, 3 communautés religieuses, d'Ursulines pour les 2 premières et d'Hospitalières de Saint-Louis pour la 3e, virent leurs membres atteints de symptômes délirants, évoquant des possessions démoniaques, convulsions violentes, attitudes impudiques,
changement de voix et surtout accusations proférées contre des hommes d'Église. Dans les 3 cas, des séances d'exorcisme public mobilisèrent les foules, scandalisant et fascinant tout à la fois l'opinion, dressant les uns contre les autres les grands esprits de leur temps. Ainsi en alla-t-il de Pierre Yvelin, médecin de la reine-mère Anne d'Autriche, spécialiste des maladies féminines, lequel se montra très sceptique vis-à-vis du cas de Louviers, car ces diables entendaient fort mal le latin et s'exprimaient avec un accent normand qui ne manqua pas d'étonner le médecin parisien. Dans les 3 cas, des hommes d'église furent conduits au bûcher. Louis Gaufridi à Aix, Urbain Grandier à Loudun, Thomas Boulet à Louviers, notamment à cause des rapports licencieux qu'ils entretenaient avec certaines de leurs pensionnaires. C'est donc dans cette atmosphère chauffée à blanc que s'ouvre notre première affaire mâconnaise.